Bienvenue dans Tour d'Horizon, votre podcast où l'on revient ensemble sur l'actualité qui a marqué cette semaine sur le plan national et international, toujours avec Badis Renissa, expert en relations internationales. Bonsoir Badis et ravi de te retrouver cette semaine encore. Bonsoir Nabila, merci. On va commencer le tour d'horizon avec l'actualité parlementaire où l'Assemblée populaire nationale a adopté 5 textes majeurs dont la loi criminalisant le colonialisme français. Les experts et les politiques l'ont qualifié de texte historique au vu de la portée justement historique qu'a ce texte autour de l'histoire de l'Algérie. Alors un acte historique effectivement, mais surtout un acte moral, un acte qui marque effectivement un tournant, notamment en matière de cette sortie du déni mémoriel dont la France veut se terrer. Et puis d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la réaction de la France, non seulement officieuse, mais officielle également. Ça a fait beaucoup parler dans les médias français. Ça a été qualifié d'acte hostile, Nabila, quand même. Donc il faut rappeler les choses. On est dans le déni. Doit-on rappeler effectivement la loi de février 2005 de Nicolas Sarkozy, où on parlait de le rôle positif de la colonisation. Vous imaginez, donc aujourd'hui, ce n'est que justice faite, ou en tout cas rendue, avec une tentative de légiférer à travers, je rappelle, le pouvoir législatif qui, lui, au nom du peuple algérien, s'est exprimé pour mettre encore une fois ce devoir de mémoire sur la table des relations internationales, sans pour autant stigmatiser un quelconque pays. Aujourd'hui, ce n'est pas la France contemporaine ou la France d'aujourd'hui qui est visée, c'est la France historique coloniale qui est visée, c'est le projet colonial qui est visé. Donc, à un moment donné, il faut sortir de ce réflexe, je dirais, néocolonialiste dans lequel la France se terre pour aller vers assumer la responsabilité historique de la France et ouvrir les canaux de dialogue et notamment de rendre justice à tout un peuple qui a été exterminé à travers un génocide orchestré dont 132 ans, l'Algérie a souffert à travers ses affres. On en a parlé la semaine dernière, dimanche dernier, en disant que c'était au stade d'un projet. On allait en parler la semaine d'après. Et aujourd'hui, on y est, on a un petit peu plus d'éléments. On a dit qu'on ferait plus de pédagogie pour que les gens comprennent et les internautes qui nous suivent aujourd'hui dans ce podcast puissent comprendre ce texte de loi. On parle de réparation, on parle d'excuses officielles. On parle de reconnaissance. On parle d'assumer la responsabilité. Et de facto, bien évidemment, ce qu'il en suit, à savoir, par exemple, ne serait-ce que, vous savez, Nabila, à ce jour, nous n'avons pas de plan, notamment des mines qui ont été disséminées, vous savez, tu sais, donc les lignes Châles et Maurice, notamment pendant la guerre de Révolution. Donc à ce jour, et d'ailleurs, post-indépendance, on a plus de 3000 morts, 3000 martyrs qui ont été justement victimes de ces mines. Donc ça en fait partie. Nettoyer le désert les explosions nucléaires. Algérien, effectivement, par rapport aux explosions, aux essais nucléaires notamment qui ont été faits dans le désert algérien, ça en fait partie. Voir et regarder cette histoire avec responsabilité, mais surtout aussi avec sagesse, avec raison, et la dépassionner. Parce qu'encore une fois, et là je vais citer quelques précédents, notamment dans d'autres pays européens, mais restons sur la France. La France n'a-t-elle pas reconnu l'esclavagisme par rapport à la loi Taubira? La France n'avait pas effectivement reconnu les rafles de Veldiv par rapport à la Shoah. La France n'avait pas effectivement combattu le nazisme à travers des lois justement par rapport aux collaborateurs. Donc vous voyez bien qu'on voit qu'il y a ce double standard. Où est-ce qu'il y a ce blocage justement du côté de la France ? En sachant, on le rappelle à chaque fois, le président de la République, quand il était candidat en 2017, l'a déclaré ici en Algérie que la France devait regarder la réalité en face et demander officiellement des excuses à l'Algérie, c'était le minimum. Oui, mais Nabila, l'état profond reste le même. C'est-à-dire que les présidents passent, mais l'état profond, en tout cas sa vision reste toujours la même, elle est fixe, elle est inflexible. D'une part. D'autre part aussi, il faut rappeler, Nabila, que la France est aujourd'hui alimentée par cette pensée néocolonialiste qui tire son essence et je dirais même sa force, entre parenthèses, et son énergie, des descendants de l'OAS, donc des personnes qui, à ce jour, en tout cas leurs descendants, n'ont pas digéré cette Algérie nouvelle, cette Algérie souveraine, cette Algérie vaillante, cette Algérie victorieuse qui va de l'avant, mais surtout aussi qui est constante dans ses principes et ses positions. Et aujourd'hui, elle réclame justice, justice pour elle, mais également justice pour l'Afrique, puisque je te rappelle de Nabila, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu cet événement notamment de la mémoire, de la réparation et de la justice notamment coloniale, de mémoire, notamment devoir de mémoire, à l'échelle africaine qui s'est tenue à Alger. Donc ce n'est pas un hasard. Alger aujourd'hui se donne
le droit, puisqu'on parle effectivement d'inscrire ou institutionnaliser le colonialisme comme une tare, notamment dans l'histoire française, dont il faut assumer, mais pour cela il faut ouvrir un dialogue responsable, un dialogue respectueux. Et on suivra le dossier, bien évidemment, on en parlera plus en détail encore dans les jours à venir. On reste dans l'actualité institutionnelle, Badi, si tu veux bien. Le président de la République a reçu cette semaine le recteur de la mosquée de Paris. Est-ce que tu y vois une rencontre qui s'inscrit peut-être dans la continuité des échanges sur le rayonnement religieux et culturel de l'Algérie? Écoute Nabila, c'est ce qu'on appelle la diplomatie spirituelle apaisée. Il ne faut pas oublier que la Grande Mosquée de Paris, c'est un peu la figure de proue de cet islam algérien de référence, notamment, qui s'inscrit dans la modernité, qui s'inscrit dans la moralité, qui s'inscrit aussi dans le juste milieu. Donc, c'est un islam non instrumentalisé, un islam inclusif, un islam de cohésion dont la Grande Mosquée de Paris défend. Et d'ailleurs, le recteur lui-même l'avait déclaré il y a quelques jours, et d'ailleurs il le fait souvent dans les médias. Il se donne cette mission de défendre les musulmans de France et non pas les musulmans algériens. Il y a combien de musulmans en France, approximativement? On évoque peu ou prou à peu près 10% de la population française, ce qui est énorme. quand même considérable. On parle d'entre 6, 7 et 10 millions de personnes, donc de confession musulmane. Je ne parle pas d'Algériens, de confession musulmane. Et c'est pourquoi on revient à ce rôle prépondérant, à ce rôle pivot notamment de cette institution notamment qui travaille ardemment aux côtés des musulmans. Et comme tu sais très bien, par ces temps qui courent, à savoir la stigmatisation, la marginalisation, les tentatives d'asservissement de l'islam. D'ailleurs, il fut un temps, on parlait de l'islam en France et non pas l'islam tout court. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une tentative de paternalisme de cet islam dont la Grande Mosquée de Paris et son recteur travaillent, encore une fois, dans un dialogue inclusif, dans un dialogue respectueux avec les autorités pour garder à l'esprit que ces musulmans font partie intégrante des citoyens français. Et on reste dans l'actualité diplomatique avec deux prises de position fortes de l'Algérie cette semaine. Tout d'abord, la réaction ferme à la reconnaissance du Somaliland par Israël, jugée dangereuse pour la stabilité régionale, Badis, mais également son appel au dialogue face à la dégradation de la situation au Yémen. Cette reconnaissance, notamment de l'entité sioniste du Somaliland, est une reconnaissance non pas morale ou juridique, c'est une reconnaissance fonctionnelle. Elle est militaire, pour la bonne et simple raison que l'entité sioniste, dans son projet expansionniste, se veut avoir des bases militaires. Elle l'a déjà au Somaliland depuis quelques années. Oui. Juste, je rappelle ça comme un élément fondateur pour expliquer un peu cette position aujourd'hui, non pas une position surprise, mais une position prévisible de l'entité sioniste. Mais ça reste grave. Très grave, et j'y viens. D'abord, je parle de la fonctionnalité, donc on parle de Bab el-Mandeb, on parle du détroit de Bab el-Mandeb notamment, donc on parle de la Corne d'Afrique, donc, qui contrôle plus de 12% des échanges commerciaux. Donc t'imagines demain que ce soit sous le contrôle et la mainmise de l'entité sioniste. Donc c'est quelque part, c'est faire le chaud et le froid, notamment du commerce, mais à travers lui, c'est de la géosécurité, puisqu'elle veut justement exporter cette instabilité. Et ça concerne toute la région après. Toute la région. Et puis il y a aussi un autre projet pernicieux qui est celui de la fragmentation, notamment des territoires, à commencer par la Corne d'Afrique. Tu as remarqué qu'effectivement, il y a le Mali, il y a le Sahel qui est en ébullition. Donc il y a véritablement un projet géosécuritaire à la faveur, bien évidemment, de l'entité sioniste. Donc il est important aujourd'hui, et l'Algérie l'a fait savoir à travers un communiqué responsable, en adéquation avec son ADN, notamment diplomatique, à savoir défendre l'intégrité territoriale des pays, défendre la souveraineté des États et surtout aussi combattre tout projet pernicieux qui consisterait à exporter de l'instabilité, de l'insécurité, mais surtout aussi le chaos organisé dont l'entité sioniste est effrayante. Donc, voilà, et du côté du Yémen, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie dénonce et appelle justement à plus de dialogue. Alors, le Yémen, j'ai qualifié aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu le laboratoire du chaos sous-traité. Là aussi, un autre facteur entre en jeu, en plus, bien évidemment, de l'entité sioniste qui veut imploser la région. Donc, plus les États sont instables et plus, au fait, son projet est consolidé. Et plus il n'y a plus de menaces, effectivement. Donc, c'est une logique un peu machiavélique.
En revanche, on a un autre élément qui rentre en jeu, un élément clé, qui est les Émirats arabes unis. Donc les Émirats arabes unis jouent un rôle prépondérant justement dans cette équation, puisque je rappelle que même l'Arabie saoudite, qui était, il fut un temps au sein du GCC par rapport au conflit du Yémen, aujourd'hui s'est désolidarisée, puisqu'elle a vu effectivement qu'il y a un projet autre, à savoir les Émirats finance les milices du Sud, les séparatistes. Elle essaye effectivement de fragmenter le Yémen, là encore une fois pour une assise économique sur des territoires notamment stratégiques. On parle du Yémen qui est toujours dans la Corne d'Afrique. Donc on voit bien qu'effectivement, les Émirats arabes unis, l'entité sioniste, c'est, je dirais, le même projet, mais avec des méthodes différentes. Et sur le terrain politique, Bédis, il y a eu la surprise générale à la télévision algérienne, Canal Algérie, avec le fils de Farhat Mehani, Agour Mehani. Farhat Mehani, qui, je le rappelle, est le président du mouvement terroriste MAC, qui se désolidarise et se démarque de la position de son père. Il veut réhabiliter sa famille et rappelle son passé, justement, de famille de Moudjahid. C'est très bien que son fils prend cette position, ma foi, responsable, mais surtout aussi qui représente, je dirais, les Algériens, puisqu'il parle de cohésion nationale et d'unité nationale, et aussi la Kabylie dont ce monsieur veut se soustraire de son histoire, de ses racines, qui sont l'Algérie tout entière. Donc c'est un désaveu. C'est un désaveu, mais surtout aussi, ce qui nous enseigne, qu'est-ce qu'on apprend de ce désaveu, c'est que même dans le cercle familial, ce projet sécessionniste et de rupture ne convainc pas. Donc, avant lui, c'était son frère, effectivement, qui lui aussi avait désavoué justement ce personnage, que je qualifierais de plus un profil qui relève de la psychiatrie qu'autre chose, puisqu'il n'a pas de programme, il n'a pas de projet. On avait parlé la dernière fois, c'est un pion dans une équation complexe qui le dépasse d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu me permettras, Nabila, d'ouvrir une petite parenthèse. L'entité sioniste qui le finance, qui essaye de le mettre au devant de la scène, a reconnu le Somaliland, donc, mais pas la Kabylie. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est un pantin dans une équation qui le dépasse. Qui voudrait avec objectif de déstabiliser un petit peu l'Algérie. Mais ça ne marche pas parce qu'on reste unis et solidaires dans une seule Algérie. Absolument. Et je conclurai peut-être, je dirais, quand les héritiers eux-mêmes ne sont plus convaincus, ne sont plus liés à justement sa vision à lui. Donc, on peut dire que c'est un projet politique mort-né, et c'est un projet politique qui n'aura jamais, au grand jamais, de perspective dans une Algérie une et indivisible. Ça, c'est clair. Il y a une déclaration, juste une petite parenthèse et après on passe à autre chose. Une de ces déclarations où il dit, il l'avoue, il le déclare, son père n'a pas toujours été dans cette optique et son père était nationaliste. On connaît le passé de Farhat Mehani. Il faut revenir sur les archives. C'est quelqu'un qui, sur la télévision algérienne, avait déclaré que sa fierté d'être algérien, fier de son arabité, de sa amazirité, de son islamité, qu'il était musulman, que sa famille, sa grande famille justement de moudjahid, de martyrs. Donc on voit bien qu'effectivement il y a un tournant, il y a un point de rupture. Ce point de rupture, malheureusement, s'est fait par rapport à peut-être des frustrations, par rapport aussi à un projet, encore une fois, qui le dépasse, qui lui a été imposé. Mais toujours est-il aujourd'hui, c'est un acte de haute trahison dont les Algériens ne lui pardonneront jamais. Et à commencer par son fils. Mais du coup, c'est une distance personnelle à portée médiatique, on va dire ça comme ça pour résumer le propos. On passe à l'économie. Pour terminer, on parlait la semaine dernière de l'ouverture de la foire de la production nationale. Ça s'achève aujourd'hui. Il me semble que c'est le dernier jour. Aujourd'hui, c'était hier, la foire de la production nationale. Mais en tout cas, cette semaine, il y a eu l'inauguration d'un autre salon, le premier du genre. Là, le salon, si je me rappelle bien du nom du salon, c'est le salon du produit algérien destiné à l'exportation, qui a été donc inauguré par le ministre du Commerce extérieur depuis Taman Rasset. Ça aussi, c'est symbolique. Est-ce que tu penses que c'est un rendez-vous qui vise justement à renforcer la présence du Made in Algeria à l'international? On en parlait. D'abord, cela renforce l'image de l'Algérie comme pays pivot géoéconomique, notamment dans le Sud, le Grand Sud. Oui. Ensuite, effectivement, ce salon, comme d'autres l'ont précédé, on avait parlé, tu te rappelles, de Timimoun, comme capitale effectivement du Sud pour le tourisme. Aujourd'hui, on parle de production par excellence, mais surtout aussi de volonté d'exporter vers le désert, vers le Sahara, vers l'Afrique. Donc c'est la porte de l'Afrique. C'est ce qui fait que ce salon, c'est un peu une porte d'accès vers justement l'exportation vers l'Afrique. Mais c'est aussi, cela illustre et traduit une vision géoéconomique, notamment du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à vouloir faire du produit algérien, du made in algérien, un produit exportable
et qui plus est, qui a justement toutes les spécificités et les avantages pour y être. Donc pourquoi pas aujourd'hui l'inscrire dans cette perspective durable et puis surtout aussi faire de notre Grand Sud une région de production par excellence, économique au premier degré, pour permettre effectivement cette effervescence, comme il fut un temps de caravane, notamment commerciale. Aujourd'hui, ça a changé, puisqu'encore une fois, on a des réseaux routiers les plus performants, on a un maillage notamment de chemin de fer qui fait que nous avons les moyens de nos ambitions, nous avons les moyens d'être justement un pays exportateur vers l'Afrique. Donc le Grand Sud peut devenir une passerelle stratégique vers l'exportation. Un levier même de développement local et régional, puisque qui dit économie dit justement développement. Et c'est ce qu'on souhaite à notre Algérie et au Grand Sud algérien. Merci Badis de m'avoir accompagné cette semaine. Je te retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve, vous et moi, dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon. D'ici là, restez attentifs à l'actualité. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de mettre un j'aime et de partager cette vidéo si elle vous plaît.